Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Bienvenue à vous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici sur Diaspora Africa, votre émission préférée. Cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, on a du très lourd sur le plateau. On est fiers d'avoir ces hommes qui représentent dignement le continent, l'Afrique, les Africains, les Afro-descendants. Ils sont là, on va les applaudir ensemble, chers chroniqueurs, à savoir Jimmy Jean-Louis. C'est un honneur de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa, ainsi que Jean-Pierre Bekolo. Bienvenue à vous, c'est un plaisir. Alors oui, c'est très rare d'avoir sur un même plateau deux figures mondialement connues, deux figures qui nous représentent si bien, dont on est si fiers. On vous a vu, on vous a regardé, on a regardé ce que vous produisez, ce que vous faites. Et aujourd'hui, on vous a avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. Alors Jimmy, on va parler de votre livre. Alors, Héros, donc forcément, ça fait allusion à quelque chose que tout le monde connaît. Oui, on tease sur le plateau de Diaspora Africa. L'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Et vous, Jean-Pierre Bekolo, on va parler du dernier titre que vous avez remporté. Alors, oui, mesdames et messieurs, on a deux célèbres personnes ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, en face de vous, vous avez deux chroniqueurs, bien sûr. Il y a vous et il y a eux. Alors, comment allez-vous, Mawena, ainsi que Babadel? Ça va super bien, ravie de vous voir. Alors, de quoi vas-tu nous parler? De quoi sais-tu parler à raconter ici sur le plateau de Diaspora Africa? Là, comme on a deux personnes vraiment de poids en face de nous, on va parler des pays où vivent les ultra-riches en Afrique. Ah, bonne question. On va leur poser la question aussi. Hein. Ici, il n'y a pas de tabou. Hein. Très bien. Et on continue avec toi, Baba. Oui, donc aujourd'hui, on va parler du générateur électrique fonctionnant à l'urine, mais qui a été conçu par 4 collégiennes nigérianes. Voilà, effectivement. Donc, c'est la chronique « Ils font l'Afrique ». L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant donc, ces innovateurs, ces jeunes, ces moins jeunes qui font briller l'Afrique à travers leurs innovations. Et pour nous, c'est très important de démocratiser cette information-là. Alors, voilà le menu du jour. On va aussi parler, on va pitcher. Il va y avoir des pitchs de projets. Il va y avoir aussi quoi? Il va y avoir aussi du voyage. Et on va commencer même tout de suite avec le voyage. Mesdames et messieurs, installez-vous. Est-ce que les passeports sont en main? Oui, vous avez aussi des buzzers, vous avez vu? Ouais, on s'amuse un peu sur Diaspora Africa. Ça arrive. On tease, on est un petit peu excités en même temps, on va parler de livres, on va parler de cinéma. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes sur Diaspora Africa, votre émission préférée. On commence toujours avec nos passeports en poche. Destination, le continent africain. Cette émission a pour objectif de promouvoir le continent africain, les différents pays d'Afrique. C'est bien de visiter le monde, mais c'est encore mieux de visiter l'Afrique. Et là, destination, roulement de tambour, la Sierra Leone. Je n'ai jamais été, mais on y va ensemble. Allez, c'est parti. Waouh. De retour sur le plateau avec un peu de déception. Et oui, on se trouve ici, nous, à Paris.
à Paris. Mais bon, c'est beau Paris quand même. Alors la Sierra Leone, qui a déjà été en Sierra Leone? Moi, jamais, pour le coup. Pas encore, mais là, j'ai envie. Hein. Ah oui, Franchement, non plus. wow. Ça donne envie en tout cas. Ah oui. Vraiment. Merci beaucoup à l'Office du tourisme de la Sierra Leone pour ces magnifiques images qui nous donnent envie. N'hésitez pas, l'Office du tourisme, à nous envoyer 1 ou 2 billets, quoi. Hein. Pourquoi pas. Alors maintenant, avant d'accueillir nos invités ici à la barre, mesdames et messieurs, moi je vous propose de détendre un peu l'atmosphère. Sachez que Jimmy, je sais que vous avez un rendez-vous après. Jean-Pierre, pareil, il est possible que vous partiez en jet privé d'ici sur une terre inconnue. Eh oui, mesdames et messieurs. On ne sait jamais. On sait que vous avez l'habitude, excusez-nous. Mais voilà, c'est possible si vous avez la bonne réponse aux questions que je vais vous poser. Alors, première question. Normalement, là, c'est facile. Bon. Mesdames et messieurs, vous aussi, vous jouez, vous êtes à la maison. Question numéro 1. Quelle est la première république noire au monde? Haïti. Je peux Elle a bloquer, laissé- là. Ah, il allait casser le... Ça, c'est vraiment, effectivement, Non, mais mesdames c'est et la messieurs. fierté, quoi. C'est vrai qu'on C'est- on a beau pointer le doigt sur Haïti, mais il y a quelque chose que Haïti a accompli que personne d'autre n'a fait. Donc, pour cela, Haïti restera tout le temps Exactement. dans l'histoire. Et vraiment, il faut savoir que Haïti est vraiment considéré comme un exemple quand on est sur le continent africain. Dès qu'on parle d'Haïti, on parle de fierté. On parle de ce peuple qui a ouvert la voie à de nombreux peuples. Et donc, voilà, moi, je suis fière d'avoir des Haïtiens ou de me considérer comme haïtienne, comme les Haïtiens se considèrent africains. Donc, encore une fois, on est ensemble. Alors, mesdames et messieurs, bravo. Jimmy, vous avez le point. Par contre, vous avez tapé un peu trop fort, donc apparemment, le point va peut-être vous être enlevé. Oui, désolé, c'est la régie qui me dit ça. Néanmoins, on continue. Il y a encore une deuxième étape. Mesdames et messieurs, et pour le coup, je vous demande à vous, monsieur Jimmy Jean-Louis, de me rejoindre ici à la barre, s'il vous plaît. OK. Alors, on est là pour parler, bien sûr, de votre livre Héros. Oui. L'enfant d'Haïti des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Mesdames et messieurs, il raconte tout dans ce livre-là, aux éditions Récamier, c'est bien ça? Récamier, ouais. Récamier, exactement, Chez mesdames Editis, et chez Editis. Voilà, on va en parler tout au long de cette émission-là. Alors forcément, je ne peux pas vous avoir à mes côtés sans... Ah oui, on vous a vu à la télé, on vous a vu de loin, et on vous a vu à Hollywood. Donc il faut savoir que ce monsieur qui est inconnu, notre star, est avec nous. Il a travaillé avec les plus grands comme lui. C'est même plus, je sais même pas par quoi commencer, quoi. Vous avez travaillé déjà, vous étiez, il faut dire que vous étiez mannequin. Attention, on a un mannequin à côté de nous. Danseur, mannequin, danseur. Oui, vous avez fait ça avant de devenir acteur. Et vous avez travaillé, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'acteurs, et notamment des acteurs américains. Donc vous avez commencé avec Jean-Claude Van Damme, vous avez travaillé avec Monica Bellucci, Bruce Willis, Harrison Ford, encore qui, Jane Fonda, Jennifer Lopez. Qui on peut citer encore? Vous avez joué aussi dans Heroes, où vous avez été énormément plébiscité après donc, cette magnifique série. Vous êtes engagé dans Humanitairement parlant. Vous avez une filmographie qui est énorme, donc on connaît les plus grands. Donc en 1993, vous commencez avec Éternel Emmanuel, mais ensuite ça va crescendo. Alors on le voit dans de nombreux films, aussi bien séries télévisées, films et bien sûr au cinéma. Vous avez bien sûr joué dans le téléfilm Toussaint l'ouverture, et ça c'est important de le dire aujourd'hui ici sur le plateau de Diaspora Africa. En tant que Haïtien, c'était incontournable. Donc Arrow, Tator, Extent, Heroes, encore une fois, Juste un regard, SWAT, oui, SWAT, qu'on a tous regardé, oui, Baba, c'est sur SWAT que tu l'as vu, oui, effectivement. On peut encore citer Tropique criminel. Vous avez joué dans énormément de films, au cinéma. Il est fatigué d'entendre toujours la même chose. Mais moi, je le dis, bien sûr, ça fait monter l'audience sur Diaspora Africa. Donc, vous avez joué aussi dans de nombreux films. On va parler peut-être... Moi, je vais parler de Rwanda Rising, bien sûr. Je parlais aussi de Loaded. Je parlais de Icing of a Well. Je parlais de Relentless. Je parlais de Orpailleur. Je parlais de
je parlais de quoi encore, des nombreux films. Pour le coup, je vais aller un petit peu à la fin de Got Life. C'est le dernier film dans lequel vous avez joué. C'est important de le dire ici. Et on va peut-être en parler si on a le temps à la fin de l'émission, mais parce qu'aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de votre livre que vous sortez, qui est sorti déjà, et donc disponible sur toutes les plateformes habituelles et dans toutes les librairies. Donc oui, dans toutes les librairies, dans les FNAC, enfin bref, un peu partout. On connaît tous ici en France les FNAC. Vous vivez où, Jimmy Jean-Louis? Moi, je suis à Los Angeles. Donc, la base est à Los Angeles. Mais... C'est lui, à Los Angeles. Je suis à Los Angeles, tu vas le faire un peu. Donc... Non, c'est vrai. Je suis basé là-bas depuis il y a presque 30 ans. Oui. Et je travaille un peu partout. Bien entendu, aux États-Unis, à Hollywood, mais aussi en Afrique. Je tiens à le signaler parce que j'ai déjà tourné dans plein de pays africains, que ce soit le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud. Enfin, bref. Et puis aussi, bien entendu, en Europe et dans les Caraïbes, d'où je viens, et en Amérique du Sud, et en Inde, avec ce film de Got Life, qui a fait un carton mondial, parce que c'était un très grand film indien. Et ça m'a ouvert les portes au marché indien. Ouais. Sachant qu'il y a très peu d'afro-descendants qui jouent dans des films bollywoodiens, on va dire. Mais c'est aussi parce qu'il y a très peu de Noirs là-bas. Quand on va là-bas, nous sommes des extraterrestres, bien sûr. sincèrement. Et donc, on est venu vous chercher, on vous a dit, allez, venez, on a un film pour vous. Vous avez dit quoi? Vous avez peut-être douté? Au début, c'est vrai que j'ai pris un peu de temps avant de répondre à l'email. Et puis après, ils ont tellement insisté que on s'est parlé et j'ai réalisé que c'était un super film, un super projet basé d'une vraie histoire. Et là, ça m'a touché, quoi. Donc, du coup, on a tourné en Jordanie, en Algérie et en Inde. Et c'est un film qui a fait un carton en Inde. Ça a reçu beaucoup de prix. Et je suis très, très content d'avoir un pied en Inde. Et je vais explorer Bollywood un petit peu plus à partir de maintenant. D'accord. Ouais. Donc, en tout cas, on a hâte de découvrir ce film-là. C'est vrai qu'encore une fois, aujourd'hui, on est là pour parler de votre livre. C'était le moment de raconter à toutes les personnes qui ont pu vous voir, que ce soit dans vos séries, dans les films, au cinéma, qui ont pu se dire, bah, tiens, on est fiers d'avoir cet Haïtien. Mais en même temps, je tiens à le dire, c'est vrai que les Haïtiens, quand même, vous êtes cotés, hein. Oui. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu parles de grandes stars, souvent, j'ai une petite origine haïtienne. Je dis, encore, quoi. Non, donc... mais premièrement, il y a une histoire qui est derrière. Hein. Il y a une histoire qui nous pousse. Et puis, j'ai choisi de parler ou d'écrire maintenant parce que je pense que oui, c'était le bon moment. Des fois, je pense qu'il faut penser à laisser des traces. C'est important. Et un parcours atypique a besoin d'être su, d'être connu. Oui, je suis né en Haïti, dans les bidonvilles, sans électricité, sans eau potable. Je suis arrivé à Paris, en banlieusard, parce que j'étais un mec de cité, il faut le signaler aussi, et je ne renie pas ça. Donc après ce genre de départ, me retrouver dans tous ces pays tels que l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie ou les États-Unis, il y a un chemin. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à tout cela. Donc il y a des hauts, il y a des bas aussi. Donc oui, c'était le bon pour moi. Surtout que je traversais des moments assez difficiles il y a à peu près 3 ans. Donc c'est ça qui m'a vraiment boosté à prendre la plume et à écrire l'histoire en espérant que ça parle à beaucoup de gens, que ça parle aux Noirs en général, ceux qui viennent de la Caraïbe, de l'Afrique, mais ça parle aussi aux artistes, ceux qui n'arrivent pas à survivre du métier. Et là, je ne parle pas uniquement des artistes noirs, mais des artistes du monde entier, parce que ça reste un métier très difficile d'être acteur. Et aussi, ça parle à ceux qui ont des rêves, ceux qui traversent des océans pour essayer de se créer une nouvelle vie. Et c'est entre autres ce que j'ai dû faire. Et peut-être que ça peut potentiellement donner espoir à certains. Donc c'est pour tout cela que j'ai pris l'initiative d'écrire ce livre. Et j'allais dire, il y a Danny Glover, qui est un très bon ami, qui a écrit la préface du livre aussi. Effectivement. 30 ans d'expérience, vous avez voyagé, vous avez fait de nombreux... vous avez travaillé dans différents secteurs d'activité. Ouais. Vous avez, comme on le dit, vous avez vécu donc, en Haïti, vous êtes arrivé en France, vos parents sont rentrés, vous êtes restés, vous êtes parti en Espagne, je crois, à Londres, et puis après les États-Unis. Finalement, il y a beaucoup de choses à raconter. Et quand je vois le livre, je me dis, mais en fait, vous avez dû finalement choisir certaines parties et en laisser d'autres. Ah oui, non, il y avait énormément de choses à dire. C'est sûr que ma vie ne rentre pas dans ce livre. Mais ce que je voulais faire, c'était vraiment raconter la partie jeunesse qui m'a plutôt formé. Donc, bien sûr, Haïti, la vie parisienne,
Parce que c'est très dur, hein, la vie parisienne, surtout comme jeune noir. Donc, je me suis retrouvé dans un milieu où je pouvais voir tout le monde, mais je pouvais accéder à rien. Donc ça, c'était important d'essayer d'expliquer ce que ça veut dire quand on est dedans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui sont dedans et qui peuvent l'expliquer comme tel. Entre-temps, je suis passé par la case SDF aussi, donc ça fait aussi partie de l'histoire. Et ouais, c'est intéressant. Puis par la suite, se retrouver à tourner avec Robert De Niro, voilà, c'est pas du hasard. Maintenant, il faut pouvoir comprendre tout le chemin. Mais pour le coup, nous qui vous regardons un peu à la télé, on se dit, mais comment il a fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est du toupet? Est-ce que c'est osé? C'est plein de choses, c'est plein de choses. C'est quoi? C'est plein de choses. En ce qui me concerne, déjà, c'est pas de me limiter à ce qu'on me donne, c'est de croire que je peux faire des choses extraordinaires, peu importe ce qu'on me dit. Et puis, il y a eu des rencontres, je ne vais pas le cacher, il y a des rencontres qui m'ont fait croire en moi-même, plus que d'autres personnes. L'une des plus importantes, c'était en 1994, quand j'ai rencontré Nelson Mandela en Afrique du Sud. Ça, c'est une rencontre qui m'a personnellement beaucoup aidé à croire en moi-même et à me dire que tout ce que je voulais faire était possible. Il n'y a que moi-même qui pouvais m'arrêter. Donc oui, il y a des rencontres comme ça au courant de ma vie qui ont continué à me dire que oui, c'est possible, il faut faire ce que tu veux faire. Et encore une fois, on a chacun sa vie, on a chacun ses ambitions, il faut pouvoir les respecter, les savoir avant tout, et vivre sa vie pour soi-même. Et quand je parle de héros, c'est vrai qu'on fait allusion à Heroes, mais je parle vraiment de comment est-ce qu'on peut se réapproprier sa vie et être le héros de sa propre vie. Et là, on s'enlève tout ce que la société nous met dessus, le système. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ce que nous voulons faire, qui est très différent de tout ce qu'on fait en général. Parce que tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on est téléguidé par un système, par une société qui, pour moi, en tant que jeune black, m'écrasait plus que m'aidait. Donc maintenant, c'est comment me débarrasser de tout cela et d'essayer de voir ma vision à moi. Donc oui, donc héros, c'est comment être le héros de sa propre vie. Peu importe ce qu'on veut faire, mais il faut être le héros de sa propre vie. Exactement. Alors, pour vous, quand on remonte un peu dans le temps, ce choix des États-Unis, il a été simple, il a été logique. Pourquoi ne pas se dire, vous êtes en France, vous avez décidé de rester en France, vous êtes resté un peu en Europe, vous vous êtes dit, bah non, moi je sais qu'en tant que jeune, c'est aux États-Unis que je vais pouvoir réussir et atteindre les sommets. Dès le départ, déjà dans ces années-là, vous vous disiez ça? Non, sincèrement, moi j'étais dans un système où j'essayais de me débrouiller. Voilà. Quand je suis parti de Paris, c'est parce que j'avais marre de Paris, il fallait aller ailleurs. Je me suis retrouvé en Espagne, là j'ai travaillé en Espagne comme dans un théâtre musical et après un moment, il fallait partir. Et là je suis parti en Italie et après il fallait partir en Afrique du Sud, après en Angleterre. Voilà. Et après je me suis retrouvé aux États-Unis, ce n'était pas pour me faire une carrière d'acteur, c'était pour continuer à essayer de chercher la vie, d'essayer de comprendre qui j'étais. Sauf que là-bas, les opportunités ont été beaucoup plus faciles pour moi et je me suis assis là-bas. C'est parce que aussi j'avais bien parcouru et j'ai réalisé que c'est le pays, c'était la ville qui me correspondait le plus. Mais pour répondre directement à la question, faut-il partir d'ici ou aller aux États-Unis pour réussir dans le métier? Je ne sais pas. Pour certains, peut-être, parce que c'est vrai que pour la masse, il n'y a pas suffisamment. Ça, c'est certain. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, parce qu'il y a certains qui arrivent à se démarquer dans cette société. Bien sûr, on peut parler de Omar Sy ou de Lajli ou de Eric Ebouane ou d'autres. Donc, je connais beaucoup de mes amis qui ont pu vivre du métier en étant ici à Paris. Ceci dit, ça reste très, très compliqué. Mais pour le coup, je vous dis la même chose. Un Français qui réussit aux États-Unis, un francophone qui réussit aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, non. Donc finalement, il vaut mieux rester en France. Non, parce qu'on réussit plus en France en tant que francophone, en tant qu'afro-descendant et afro-descendant, vraiment africain et d'origine voilà, du Mali, du Sénégal, comme Omar Sy, plutôt que d'aller aux États-Unis, où on a Jimmy Jean-Louis, c'est notre référence, mais on ne peut pas en citer beaucoup. Et c'est assez bizarre comment je suis passé de l'haïtien au français qui est à Hollywood. Ceci dit, moi, je m'identifie toujours comme noir africain, en passant par Haïti, mais c'est très bizarre, hein, parce qu'au début, c'était l'haïtien ou l'africain, et une fois que les portes se sont ouvertes, quand la presse nationale française a commencé à faire des documents, c'était le français
de Hollywood. C'est incroyable comment... Et nous, on fait la même chose ici. On fait la même chose ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et oui, monsieur. Donc moi, je me considérerais comme africain avant tout, de la diaspora, par Haïti, oui. Donc pour le coup, je souhaite avoir une réponse à ma question. Donc là, vous dites que effectivement, c'est peut-être un peu plus limité en France, mais en tout cas pour les afrodescendants que nous sommes, les francophones que nous sommes, c'est peut-être plus simple quand on regarde, parce que vous êtes une exception. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes une exception? Si je devais... Oui, je suis très conscient, parce que moi, j'en ai vu des gens venir aux États-Unis et ne pas réussir. Certains qui avaient bien fonctionné en France ou ailleurs, c'est pas facile les États-Unis. C'est sûr, ça nous vend les rêves, mais c'est pas facile. Mais si je devais donner un conseil, je suis pas un donneur de conseils, je dirigerais les Noirs déjà sur le continent. Je proposerais de faire un retour sur le continent, voir déjà ce qui se fait. Est-ce que c'est pas possible d'avoir une existence sur le continent? Et puis, peut-être marier les deux, entre le continent et l'Europe, si besoin. Mais je pense que pour bien s'asseoir, le continent reste incontournable, parce que c'est là qu'on est nous-mêmes, quoi. C'est là qu'on voilà, on n'a pas à jouer, on n'a pas à parler d'une certaine manière, on n'a pas à se forcer à manger une certaine nourriture. On est nous-mêmes, quoi. Donc maintenant, c'est comment se réapproprier ses propres cultures, ses propres valeurs. Par le cinéma, c'est possible aussi. C'est aussi dur parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui prennent de la place dans le monde du cinéma. Mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. On voit que le Nigeria a ouvert beaucoup de portes. On voit qu'il y a d'autres pays, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana, même la Côte d'Ivoire commence à ouvrir quelques portes. Je pense qu'il y a de vraies possibilités. Maintenant, il faut que nos professionnels soient conscients de cela et veuillent faire un retour sur le continent pour collaborer avec ceux qui sont sur le terrain. Mais on n'a pas besoin de personnalités comme vous, pour le coup, pour faciliter, parce que c'est vrai qu'avec l'aura, avec l'expérience, avec les compétences que vous avez, vous pouvez être un de ces grands ambassadeurs. Donc aujourd'hui, on a Jean-Pierre Bekolo, il va nous en parler dans un instant. Mais vous, en tant que aussi acteur, vous êtes au devant de la scène. Est-ce que vous ne pouvez pas être aussi ce type d'ambassadeur-là qui... Oui, je pense qu'on a besoin de plusieurs personnes. Moi, je le fais déjà naturellement. Et c'est pour ça que depuis 2005, il me semble que je collabore avec les Africains. Avec le Nigeria principalement, mais aussi avec tous les autres pays que je mentionnais plus tôt. Donc oui, moi, je le fais. Et je suis l'un des rares, d'ailleurs, surtout venant de Hollywood, à le faire. Parce que moi, voilà, pour moi, c'était d'une logique. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui a eu mon expérience à moi. Et ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs aussi. On est totalement d'accord. Aujourd'hui, vous êtes ici pour parler de votre livre, vous le dites fièrement, Héros. Héros avec un S, parce que ce n'est pas que vous. Oui, nous sommes tous des héros à notre manière. Mais ceci dit, oui, le héros, c'est vrai qu'en français, le héros, c'est singulier et pluriel. Maintenant, les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Exactement. Pour le coup, c'est une bonne interprétation que j'ai faite. C'est une erreur. Ah non, il n'y a pas d'erreur. Justement, il n'y a pas d'erreur. D'accord. Donc, en gros, interprétation, on est tous des héros. Donc, c'est pas que, avec toute humilité, donc vous avez écrit Héros, l'enfant d'Haïti de Bidonville, de Port-au-Prince, aux Étoiles d'Hollywood. Vous êtes fiers de vous, pour finir? Vous êtes clairement fiers? Moi, je pense qu'il faut tout être content de soi-même, de sa vie. Parce que si on ne l'est pas, il y a un vrai problème. Est-ce que je suis fier de moi? Oui, complètement. Même dans les moments les plus difficiles, je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que je fais, de ce que je continue à faire. Donc, si ça peut servir d'exemple, très bien, mais c'est vrai qu'avant tout, je suis obligé de faire les choses pour moi-même, avant tout. Et après, ça peut peut-être briller vers le reste. Peut-être, vous êtes sûr, peut-être. Moi, j'enlève le peut-être, c'est sûr. Alors franchement, c'est encore une fois un plaisir, mesdames et messieurs, si vous souhaitez avoir toutes les informations concernant cet homme qui nous a si fièrement représentés, qui a force bien représenté. Et je suis très personnel dedans, je raconte beaucoup d'anecdotes. Donc je sais qu'il y a beaucoup de... Là, je m'adresse aux dames. Ah non, mais il y a un peu de tout, sincèrement. Donc voilà, si vous souhaitez avoir le maximum d'informations concernant notre héros à nous, il s'appelle Jimmy Jean-Louis. C'est un plaisir de l'avoir ici en chair et en os. Et mesdames et messieurs, voilà, vous savez quoi faire dans toutes les bonnes librairies, la FNAC, etc. Amazon aussi, si vous ne souhaitez pas vous déplacer. Achetez, procurez-vous ce magnifique livre pour en savoir plus concernant notre héros, à savoir Jimmy Jean-Louis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Quoi que ce soit, vous restez avec nous parce qu'il y a encore plein de choses. Et on a hâte de recevoir aussi notre réalisateur, monteur, producteur, monsieur Jean-Pierre Bekolo. Vous applaudissez encore une fois. Merci.
Je garde le livre et je le partagerai. Voilà, mesdames et messieurs, notre premier invité, Jimmy Jean-Louis, est parti s'asseoir. Moi, son livre, je le garde avec moi. On pourra faire un rappel dans un instant avant de recevoir notre deuxième invité. Mais place maintenant à notre chroniqueur du jour. Il s'appelle Babadem. Et aujourd'hui, Babadem nous parle de sa chronique favorite, à savoir « Ils font briller l'Afrique et le reste du monde ». Et là, ce sont 4 filles du Nigeria qui vont un petit peu booster le quotidien des Africains. Allez, on regarde. Alors aujourd'hui, dans la chronique Ils font l'Afrique, je vais dire Elles font l'Afrique, je voulais mettre en avant 4 collégiennes qui, à l'âge de 14-15 ans, ont créé tout simplement le générateur électrique, mais qui fonctionne à l'urine. Donc c'est un projet scolaire, mais je tiens vraiment à rendre, comme on le dit, hein, le dicton, rendre à César ce qui appartient à César. C'est que ces 4 jeunes filles, je vais nommer leur nom, Duro Aina Adebola, Akindele Abiola, Faleke Oluwatoyin et Beno Enyola. Pourquoi je précise leur nom? C'est qu'elles ont carrément réalisé une invention qui part d'un principe simple. Hein. L'urine est placée dans une cellule d'électrolyse qui sépare l'urée en azote, eau et hydrogène. Et l'hydrogène est ensuite filtré, capturé dans une bouteille. Bon, ça, c'est un projet scolaire. Ces 4 filles, le résultat est stupéfiant parce que ces 4 filles permettent à 1 litre d'urine de produire 6 heures d'électricité. 1 litre d'urine, mais c'est elles qui ont découvert ça. Donc, elles ont passé donc, en phase test. Une voisine de l'école a testé cela. Elle a réussi à alimenter toutes ses lampes, sa télévision et même un ventilateur pendant plusieurs heures. Je rappelle toujours que ces 4 jeunes filles, c'était en 2013 pour l'invention. Qu'elles étaient collégiennes. Elles étaient collégiennes, donc c'est un projet scolaire. Ce qui se passe en ce moment, et c'est pour ça que je voulais les mettre en avant aujourd'hui, c'est que malheureusement, elles n'ont pas eu les investissements. Mais au lieu de garder leur nom, aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que c'est eux-mêmes qui ont découvert le générateur électrique avec comme carburant l'urine. Et donc, il y en a plein qui s'approprient leur paternité. En Angleterre, ils ont créé le Pea Power en disant que le pea, l'urine, qui produisent l'électricité. En Bretagne, ils visent à produire de l'hydrogène vert à partir d'urine de porc. Mais quand je relis toutes ces personnes, à aucun moment, elles font référence à ces 4 Nigérianes. Et je voulais vraiment les mettre en valeur aujourd'hui parce que si aujourd'hui, les chercheurs vont trouver que l'urine est un bon carburant pour l'électricité, je pense que ça vient d'elles, ces 4 Nigérianes, heureusement qu'il y a des images pour l'éternité ou l'histoire. Et c'est pour ça que je voulais mettre en place. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Baba. Merci pour cette mise en avant. C'est beaucoup. C'est les faiseurs de bière qui vont être contents. Au moins, ils seront utiles. Au moins, ils seront utiles. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup à toi, Baba, pour cette mise en avant de ces jeunes demoiselles et qui sont devenues des femmes maintenant. C'est dommage qu'elles n'ont pas pu aller au bout. Après, ça, c'est quand même une problématique qu'il faut souligner. C'est-à-dire qu'on peut avoir des talents, on peut avoir des génies sur le continent, mais il faut les accompagner. Mais je voulais juste rajouter une dernière chose. C'est qu'un an après, comme ça a été exposé au monde entier en 2014, il y a un Anglais qui a mis un brevet là-dessus. Ouais. Un an après. Donc, elles ont été Donc, dépossédées. c'est un produit anglais maintenant. Anglais, maintenant il y a les Bretons aussi qui disent que c'est eux. Donc elles ont été dépossédées malheureusement. Mais c'est comme ça, quoi qu'il en soit, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment. C'est comme ça. C'est dommage. Merci beaucoup, Baba. Mais en tout cas, nous, on sait qui a inventé donc, ce système. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission dans la joie et dans la bonne humeur. Et on continue à voyager sur le continent africain avec notre chronique Tour d'Afrique. Et là, ces destinations, eh bien, vous connaissez l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, avec la Chrysalis Academy qui donne chaque année une nouvelle chance à des dizaines de jeunes de quartiers défavorisés du Cap. Et ça vous parle encore une fois, messieurs. Alors, c'est parti pour Tour d'Afrique by Opendo. La discipline est militaire, mais ici, la seule guerre qui est menée l'est contre la fatalité. Toutes ces jeunes femmes viennent de quartiers miséreux du Cap, plombés par un chômage massif et gangrenés par les gangs. L'objectif de la Chrysalis Academy, l'académie Chrysalide, c'est de leur donner des ailes, en faire des papillons capables de voir au-delà d'un horizon a priori bouché.
L'académie accueille 160 internes, téléphones, drogues et cigarettes sont interdits et les horaires drastiques. Mais à l'issue de leur séjour, les jeunes sont placés pendant 1 an pour acquérir une première expérience professionnelle. On se concentre tout spécialement sur les femmes, parce que dans la société en général, les femmes, et en particulier les femmes noires, sont toujours en queue de liste en termes d'opportunités. Pendant leurs 3 mois de formation, les étudiants alternent cours intensifs et ateliers, comme ici la décoration d'un centre de protection de l'enfance. L'académie leur propose aussi activités physiques et séances de thérapie. Créée en 2000, elle s'adresse pour l'instant aux 18-25 ans. Je pense que nos programmes devraient commencer un peu plus tôt et viser les filles d'une douzaine d'années qui ont leurs premières règles, les aider à devenir des femmes, à se respecter et tout ce genre de choses. Outil précieux dans la lutte contre la délinquance, l'académie est financée par les autorités du Cap, la ville qui a le plus fort taux d'homicides d'Afrique du Sud. Bravo, très belle initiative. Encore une fois, la jeunesse en Afrique, c'est important, c'est vraiment une priorité. Ça doit être une priorité, sachant que ça représente quand même 60% de la population et donc on ne peut pas la délaisser. Et on est content de voir toutes ces initiatives que beaucoup portent, même ici, présents sur le plateau de Diasp Africa. C'est très important et nous, on ne lâche pas, on continue à promouvoir ce que la jeunesse fait. Mesdames et messieurs, vous êtes encore une fois sur Diasp Africa avec nos invités. Et moi, je vais demander à notre ami Jean-Pierre Bekolo de me rejoindre ici à la bière, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diasp Africa. Donc, vous avez commencé dans les années 90 avec aussi des très grands noms. On va parler de Quentin Tarantino, etc. etc. Moi, ce qui m'a plu quand j'ai vu votre CV, il faut savoir que quand on parle de science-fiction africaine, de films de science-fiction africains, eh ben, finalement, on a peu de références. En tout cas, on n'avait pas du tout. À un certain moment, vous avez décidé de vous lancer dans cela avec Les Saignantes en 2005. Donc voilà, c'était le premier film de science-fiction africain et ça, on l'applaudit. C'est toutes ces premières fois, ces réalisations 2005, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous vous avez dit non, je vais le faire. Je reviens aussi à votre passé. Vous avez fait des études en physique, en chimie, et puis au Cameroun. Et puis finalement, vous vous lancez dans le cinéma. Vous vous dites, bah non, j'ai plutôt plus à faire dans le cinéma. Pourquoi ce cinéma sur le continent africain? Pourquoi c'est important pour vous de promouvoir le continent africain à travers vos films? D'abord pour dire que le livre que je n'ai pas encore lu, de Jimmy, m'a beaucoup touché, enfin tout ce qu'il en a dit au moins. C'est-à-dire que quand on grandit en Afrique, parce que quand on est là-bas, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on va faire. Et on fait d'abord les choses comme tout le monde, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça coince. Et parfois, quand ça coince, on est d'abord choqué, mais après, finalement, on se dit c'était à quelque chose, malheur est bon. Donc, moi, j'étais quelqu'un de plutôt brillant à l'école, jusqu'à ce que j'ai échoué pour la première fois à l'université. Et à ce moment, je reprends la première année de physique. Évidemment, physique-chimie. Bon, et là, les choses se décantent un peu, mais c'est là où je commence à m'interroger sérieusement, au lieu d'être juste en roue libre. Et au même moment, la télévision nationale arrive au Cameroun. Et quand la télévision nationale arrive, je me rappelle quand j'ai vu pour la première fois ce que ça représentait, parce que je trouve que c'était un monteur. Et il y avait un monteur antillais, Gérard Guillaume. Et moi, j'étais toujours à la fac, et je le vois. Et je lui dis, ce truc, je trouve ça intéressant. Et ce qui était intéressant, c'était de savoir, il faisait un clip de Kassav qui était de passage au Cameroun. Et moi, j'aimais la musique, donc très frustré de ne pas pouvoir faire la musique. Mais je pouvais faire la musique aussi avec ces boutons. Donc je l'ai appelé de côté, je lui dis, je suis à l'université. Ce truc, s'il m'intéresse.
Dès qu'il m'a dit que c'était mon truc, j'ai compris que j'allais faire ça. Et puis après, quand j'ai eu l'opportunité de venir en France, étudier à l'Institut national de l'audiovisuel, qui était un peu l'endroit où on formait les Africains, pour dire franchement, à la télévision. Et j'ai envie de dire, la nécessité de faire mon propre film est apparue quand, j'ai envie de dire, quand... je me rappelle toujours, hein, ça c'était un film de Claire Denis qui avait été tourné au Cameroun, Chocolat, avec tous les acteurs, tous les amis et tout. Et il sortait à Paris. Et moi, j'étais encore en formation. J'ai appelé tout le monde pour aller voir le film Chocolat en disant c'est le Cameroun, donc, vous allez voir. Et on arrive, et on regarde le film. C'était sur les Blancs. Il y avait quelques Camerounais, mais ils étaient comme les décors. Et ça m'a vraiment choqué. J'aime bien Claire Denis, qui m'aime aussi beaucoup. Mais j'étais choqué en regardant Chocolat, en disant, mais elle a fait un film, c'était pas ça que moi j'avais en tête. Donc, du coup, j'ai compris que si moi, je ne fais pas le film, moi-même, les films, les histoires qu'on a envie de raconter, personne ne les fera à notre place. Donc, on rappelle, il y a Aristotle. Le complot d'Aristote, Aristotle's Plot, en anglais. Les saignantes. Oui. Vous avez le président aussi qui a marqué. Naked Reality, Miraculous Weapons, Nous, les Noirs en 2021. Et plus récemment, donc, dans une production cinématographique du roman de Djali Amadou Amal, Walande. Ça, je suis producteur. Celui-là, je suis producteur, je n'ai pas réalisé. Hein. Exactement. Donc, vous avez fait pas mal de choses de réalisation. Et aujourd'hui, vous continuez, vous avez même remporté un prix. Donc, on va rappeler, donc c'est en anglais. Hein. Pour le coup, comment on le dit en français? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça correspond à quoi exactement? Pour le coup, c'est un prix... C'est l'université de Harvard qui a voulu me remettre un prix pour ce que je fais, pour ma carrière. Et puis, en même temps, pendant cette période, j'ai dû donner quelques cours là-bas. Et puis après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu acheter tous mes films, qu'ils ont mis à la disposition du Harvard Film Archives, donc qui sont maintenant là-bas. Donc, voilà un peu. Donc c'est quand même une grande reconnaissance, c'est-à-dire que vous êtes un auteur, réalisateur, monteur du continent africain, vous promouvez donc l'Afrique à travers vos réalisations, les États-Unis aujourd'hui vous priment. Finalement, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? En fait, j'ai enseigné aux États-Unis il y a très longtemps. C'est-à-dire que je n'avais pas prévu toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on fait un film et puis on découvre que son film est enseigné dans beaucoup d'universités. Mon tout premier film, Quartier Mozart. Et puis on m'appelle une fois, deux fois. Et puis après, j'ai eu un poste pendant toute une année à l'université de North Carolina à Chapel Hill. Et puis après ça, j'ai enseigné à l'université de Duke. Mais la vérité, c'est que quand bien même j'aime partager, mais je n'ai pas beaucoup aimé, je trouvais que j'avais envie de faire des films plus qu'autre chose. Et je trouvais qu'il fallait que je travaille pour faire des films et que venir juste en parler, c'était un peu comme mes collègues qui, eux, ne pouvaient pas faire des films. D'ailleurs, ils m'ont dit, toi, tu peux faire des films. Non, on ne peut pas, on enseigne parce qu'on ne peut pas faire des films. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire ça pendant longtemps. J'ai 20 ans presque, parce que j'ai commencé très jeune. Et finalement, retourner aux États-Unis, c'était intéressant parce que, avec ce prix, évidemment, parce que là, je suis à Yaoundé. Donc j'habite plus ou moins à Yaoundé et c'est intéressant, tout à l'heure, Jimmy disait ça très bien, c'est-à-dire que quand on est sur place, avec des gens qui sont là, personne ne vous prend au sérieux. Donc ce que j'ai fait au Cameroun, moi je le fais moi-même, j'ai créé un centre culturel à Yaoundé où je permets aux gens de s'exprimer, on peut jouer les slammers, on fait des adaptations justement du livre, dont le premier film tiré du roman de Djali Amadou Amal qui a écrit Les Impatientes. Bon, c'est des choses, d'activités que j'essaie de me créer pour ne pas m'ennuyer. Et donc, le cinéma, c'est tout ce que moi j'ai en ce moment. Et je me dis, ce que j'aime avec le cinéma, c'est le mouvement. Motion pictures, ça veut dire l'image en mouvement. Mais je me dis, il n'y a pas que l'image qui doit être en mouvement, la pensée doit aussi être en mouvement. Et moi, je me dis, le cinéma, c'est le mouvement. Quand bien même tu écris même un scénario, le personnage ne peut pas rester sur place, il faut qu'il bouge, il faut qu'il avance. Et donc, les coups d'État, par exemple, je le disais, sont une façon de remettre même l'histoire en mouvement. Donc, le cinéma, tel quand on le pratique, il ne peut pas accepter la situation de l'Afrique figée. Et j'aime, quand je parle de remettre en cause, remettre en mouvement les théories postcoloniales, en fait, c'est pour dire que je considère le colonialisme comme un accident. La rencontre avec le blanc était un accident. Et qu'on ne peut pas rester sur le lieu de l'accident. Et toute notre vie ne peut pas tourner autour de l'accident. On a laissé les gens à la maison, on partait quelque part. Donc, il y a des gens qu'on a laissés et des gens qu'on doit aller rencontrer. Et donc, quand vous voyez le colonialisme, ça n'a pas duré plus de 100 ans. Mais toute notre vie, maintenant, c'est autour de ça. Et donc, au Cameroun, j'ai même essayé de créer un endroit pour faire des tournages, mais en brousse. C'est là où on a même fait la... On retrouve toutes ces informations-là dans ce livre-là. C'est quoi, finalement? Ce livre est plus comme un manifeste. Moi, je suis un cinéaste. C'est un manifeste parce que, quelque part,
toutes nos idées doivent être dans les films, enfin, moi, c'est comme ça. Mais je trouve qu'il faut de temps en temps dire de manière assez sommaire certaines choses et que ce soit un peu comme un manifeste, quelque chose où on dit un peu ce qu'on pense sans forcément être des grands théoriciens. Exactement. Donc Jean-Pierre Bécolo, n'hésitez pas à vous procurer ce livre, ce manifeste, donc qui n'est pas très, très long à lire. Donc je pense que straight to the point. C'est ça, oui. Donc voilà, mesdames et messieurs, je suis avec Jean-Pierre Bécolo. Donc, comme je l'ai dit, donc, vous êtes auteur, réalisateur, producteur et monteur. Vous êtes avec nous. On va continuer à parler de vos œuvres dans un instant. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Allez, mesdames et messieurs, on va continuer cette émission. Et notre cher Jimmy Jean-Louis va devoir nous quitter. Alors, oui, son jet privé l'attend à l'extérieur. Non, Jimmy, on sait, on dit la vérité aux téléspectateurs. C'est sur la scène, là, ça m'attend. Nous, on pensait qu'il allait nous attendre. Au moins, on allait monter pour une première fois dans un jet privé. Le monsieur fait exprès de quitter avant même la fin de l'émission pour partir tout seul dans son jet privé. Jimmy, on se rappellera de ça. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Jazz Africa. Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles, de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Héros, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Jimmy, à très bientôt. À très vite, j'espère. Alors, je vous rends votre livre et je vous dis, allez. Merci. See you, mesdames et messieurs. À la prochaine. Merci à tous, merci. À très bientôt. Et nous, on a la chance, on continue avec Jean-Pierre Bécolo, une sorte d'encyclopédie. Vraiment, on apprend énormément de choses avec vous ici sur le plateau de Jazz Africa. Et on va continuer avec un peu d'actu et notamment l'agenda des diasporas, mesdames et messieurs. Et oui, vous le savez, ici sur Jazz Africa, on essaye de mettre en exergue donc, les événements que vous réalisez, aussi bien sur le continent africain qu'ici en Europe. Allez, c'est parti pour l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Merci beaucoup, n'hésitez pas, envoyez-nous vos flyers, on les diffuse ici dans cette émission. Cette émission, elle est pour vous, chers invités, chers téléspectateurs également. Allez, mesdames et messieurs, on va faire une courte pause et puis on revient dans un instant requinquer pour la deuxième partie de votre émission. Allez, c'est parti. Votre famille est en Afrique ? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour sur le plateau de votre émission Jazz Africa, nous sommes entourés de Jean-Pierre Bécolo, auteur, réalisateur, producteur et monteur. Nous sommes aussi accompagnés bien sûr de nos chroniqueurs chic-choc, à savoir Mawena ainsi que Baba Dem. Jimmy Jean-Louis nous a quittés il y a juste un instant et on va continuer avec Pitch. Vous le savez, cette émission essaye de promouvoir au maximum vos projets. Mesdames et messieurs, si vous ne pouvez pas venir à nous, eh bien nous venons à vous. C'est parti avec Pitch et c'est destination tout simplement au Candy. Et oui, c'est une marque qu'il faut absolument connaître. Dynamiques et déterminés sont les grands hommes et femmes de demain. Ces terres, villes, villages et paysages à perte de vue ont un impact positif sur la population. Notre histoire commence au Mali, mon pays d'origine. Un vaste territoire, ses traditions ancestrales, ses coutumes et une terre qui s'exprime par sa beauté,
car elle est respectée, elle respire. Les femmes, véritables piliers au sein de la société, c'est pour cette raison que nous travaillons avec elles. Le ramaret, le vétiver, cette plante est l'allié de la femme depuis des millénaires. Faite pour vous, pour vos moments de pause, de bien-être, de connexion à soi-même. Il purifie votre corps et vous apporte une légèreté et c'est pour cette raison qu'Okandi a décidé de la valoriser, de façon à vous faciliter son utilisation. Une petite fatigue, besoin de se détendre, des menstrues éprouvantes, le ramaret Okandi est votre allié pour la vie, l'indispensable dans chaque sac à main. Chaque plante que nous choisissons regorge de vertus et de bienfaits. L'hibiscus, la menthe, la citronnelle et bien d'autres plantes encore peuvent être consommées par toute la famille. Okandi a pour mission d'égayer vos journées, un apaisement, un instant rien que pour vous en buvant nos infusions. L'appel au bien-être est lancé. Okandi qui signifie notre maison en soninké, alors je vous souhaite la bienvenue chez vous. Voilà, merci à notre pitcheuse du jour pour cette belle vidéo, franchement, qui nous a fait voyager. Allez, on poursuit cette émission avec notre invité et bien sûr nos chroniqueurs. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et à dire ce que vous pensez. Si vous avez des recommandations, des questions, des avis, eh bien n'hésitez pas à nous informer. Allez, mesdames et messieurs, je vais maintenant donner la parole à... Attendez, on va faire un quiz quand même. Voilà. Ouais. Est-ce que ça fonctionne aussi chez vous ? Oui, très bien. Alors, dites-moi tout simplement, à votre avis, est-ce que vous savez tout simplement quel a été le premier pays subsahérien à obtenir son indépendance en 1950 ? Libéria ? Pas du tout. Tu Avant la fin, tu ne donnes même pas la bonne réponse. Non. En 1900, 60. 57. 57. Ghana. Le Ghana. Le Ghana, effectivement. Applaudis-moi, non. Effectivement, mesdames et messieurs, c'est le Ghana. Bravo, Maïwenna. Et en plus, tu vas garder la parole. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle de... On parle des 5 pays d'Afrique dans lesquels vivent les plus riches du continent. Dynamique africaine, c'est maintenant avec notre chère Maïwenna. Allez. Et oui, comme je vous le disais, il y a 5 pays d'Afrique qui ont plus de 90% de milliardaires et 56% de millionnaires sur le continent. Jean-Pierre, est-ce que vous savez qui sont ces 5 pays dans le désordre? Moi, j'irais Afrique du Sud. Oh. Sûr, oui. Bon, ça c'est difficile. Hein. Bon, je Bah, pense peut-être le Ghana. Hein, non. Le Nigeria. Oui. Encore un, et après je vous donne la liste. Égypte. Oui. l'Égypte. Alors, en 5e position, nous avons le Maroc. En 4e, le Kenya. En 3e position, le Nigeria, en effet. En 2e position, l'Égypte. Et en première position, Aïssatou l'a dit, l'Afrique du Sud, qui a plus de 37 400 millionnaires, 102 centimillionnaires, ça veut dire des personnes qui ont plus de 100 millions de dollars sur leur compte, pas moi pour l'instant en tout cas, et 5 milliardaires. 5 milliardaires, c'est énorme. Il faut savoir que l'Afrique du Sud abrite 2 fois plus de personnes riches que tout autre pays, que tout le continent en fait. C'est incroyable. Et ça, c'est ce que révèle le dernier rapport du cabinet de conseil Henley & Partners. Ils ont constaté, bon, le nombre de millionnaires en Afrique ne cesse d'augmenter, donc ça, c'est super. Et je nous souhaite, à vous qui nous regardez, d'en faire partie très prochainement, parce qu'en décembre 2023, il y avait 135 000 millionnaires, 342 000 centimillionnaires et 23 milliardaires. La question que je me suis posée, c'est quand on est aussi riche, comment est-ce qu'on fait pour choisir son pays de résidence? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. La sécurité, le taux d'imposition, et oui, le système bancaire et l'état du marché boursier, le droit de propriété solide, la croissance dans les secteurs clés et pour finir, la liberté des médias. Et si jamais vous qui nous regardez, vous préférez habiter sur une île, bonne nouvelle, parce que l'île Maurice attire de plus en plus de millionnaires avec une hausse de 95% qui est prévue d'ici 2033. Donc, je vous l'ai dit, vous avez 5 pays et 6 même avec l'île Maurice pour choisir votre résidence quand vous serez millionnaire. D'ici là, bon courage. Je peux poser une question? Bien sûr. Quand on n'a qu'un centime, on appelle ça comment? Comment on est quoi? Comme on l'a dit, quand on a un milliard, on centimillionnaire. est milliardaire, mais quand on a un centime...
Il n'y a pas de nom pour les 1 centimètre. Ou intérimaire, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est une vraie question. La question, c'est toujours comment définir quelqu'un sur la base de la quantité d'argent qu'il a. Eh oui. L'idée de l'accumulation est assez étrange. C'est-à-dire, on a, mais on garde. Vous savez, dans la culture africaine, l'excès était un problème. Il fallait s'en débarrasser. Il y a beaucoup de mots pour dire ça, je crois. Chez les Peuls, c'est le sarka. Il y a plein de choses pour se débarrasser de l'excès. Mais maintenant, accumuler l'excès et le garder, c'est assez étrange. Et c'est tellement pas africain. C'est vrai. C'est très intéressant ce que vous dites. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bekolo. Très, très intéressant. On va continuer cette émission avec la dernière partie. Et oui, le débat. On demande aux téléspectateurs de nous envoyer une thématique, une photo. Et on en parle ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, voyons ce qui s'affiche à l'écran. Oui, mesdames et messieurs, Baba, ça va forcément te parler. Il faut savoir que le Sénégal a lancé sa nano fusée donc, dans l'espace, en orbite. Donc cette année, en 2024, c'est une première pour le Sénégal. Est-ce que vous le saviez? Pas du tout. Tu savais, toi? Oui, bien sûr. Donc, et c'est très important. Donc l'objectif, c'est un peu de regarder ce qui se passe. À votre avis, déjà, quels sont les objectifs d'envoyer ces fusées dans l'espace pour les pays? Là, la fusée s'appelle Gaïndé Sat. Gaïndé qui veut dire lion en Wolof. On se rappelle des lions les Gaïndé, on les appelle Gaïndé, donc Gaïndé. Et là, c'est surtout pour la souveraineté numérique, en fait. Et c'est plutôt par rapport à ça. Et puis, c'est une fierté parce que ce sont 12 ou 10 Sénégalais aux États-Unis eux-mêmes qui ont conçu avec actuellement le directeur de cabinet qui était ancien ministre, le professeur Mary-Teuw Niane. Et donc, heureusement, en tout cas, c'est une fierté. C'est vraiment effectivement, c'est une fierté, sachant que 100% du nanosatellite a été financé par le Sénégal, 100%. Et donc, et même les études ont été menées par les Sénégalais. Par les Sénégalais, donc, effectivement, en collaboration avec quand même quelques chercheurs français. Alors, l'objectif de ce nanosatellite, c'est tout simplement mettre en place des missions d'observation terrestre à des fins agricoles et environnementales et la gestion des ressources humaines. Et ça, c'est important de le dire. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément pourquoi envoyons-nous des satellites sur orbite. Eh bien, c'est tout simplement, ça peut être pour les télécommunications, pour l'observation de la planète, l'observation notamment de tout ce qui est question environnementale, la pluie, etc. etc. Ce n'est pas forcément pour se préparer à envoyer une bombe à gauche ou à droite. Non, bien au contraire. Et je me demande si jamais ils avaient s'ils changeaient d'avis, ils disaient que non, mais non, on va faire ça pour des raisons militaires. Ce serait toujours possible ou pour le coup, je ne pense pas que dans le nanosatellite, il y a le nécessaire pour pouvoir changer d'avis en orbite. Mais en tout cas, là, ça a été fait pour ça. Et au total, il y a environ 50 satellites africains en orbite. Et quand on compare avec les États-Unis, il faut savoir qu'ils en ont, à eux seuls, ils ont un peu plus de 5100 satellites en orbite. Ensuite, on a la Chine avec 600, donc c'est énorme, alors que le continent africain, c'est 50 dans sa globalité. Et puis voilà, sinon, plusieurs autres pays ont déjà des satellites, mais c'est une très belle avancée. Le Sénégal en est très, très, très fier. D'autres pays vont suivre, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, qui ont fait ça déjà depuis de nombreuses années déjà, mais voilà, c'est le début, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission Diaspora Africa. Nous étions avec Jean-Pierre Bekolo qui nous a présenté son livre Cinema as a Transformative Tool for the Therapeutic Intellectual. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer donc ce manifeste pour avoir plus d'informations. C'est en anglais, j'espère que vous êtes anglophone aussi. Et merci bien sûr à notre invité Jean-Louis qui nous a quittés plus tôt. Merci à nos chroniqueurs. Merci bien sûr à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre chaque semaine dans cette émission Diaspora Africa qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.